Bonjour et bienvenue sur le stand de TV Agri en direct du Salon de l'Agriculture. Alors aujourd'hui, on va parler de trucs un peu bizarres. Un microbiote alimentaire de territoire. Un microbiote alimentaire de territoire, qu'est-ce che lo bestio? Mais il y a des microbiotes un peu pour tout. Microbiote intestinal, microbiote du sol ou autre. Mais là, on va parler de microbiote alimentaire territorial. Un microbiote, en général, c'est un système composé de plusieurs maillons. Et là, au niveau des territoires et au niveau de l'alimentation, il y a 5 maillons. Il y a comme un club des 5. Le maillon des producteurs, le maillon des transformateurs, le maillon des distributeurs et de la logistique, le maillon des consommateurs et le maillon des collectivités locales qui peuvent être également prescripteurs. Mais un microbiote, pour qu'il fonctionne bien, pour qu'il ne connaisse pas des déséquilibres, voire des désordres, eh bien, il faut qu'il soit composé de ces maillons en nombre, en diversité et en lien. Et au niveau de l'alimentation et des territoires, c'est exactement la même chose. Donc là, on est dans l'Aude, dans le Minervois. Il y a un projet assez intéressant d'une coopérative de producteurs qui existe déjà, mais qui a envie de voir mieux, un peu plus grand, et de faire travailler tout le monde sur le territoire pour éviter des lendemains qui peut-être vont déchanter en termes de sécurité. Donc en fait, ce maillon des producteurs, le maillon de ceux qui font pousser les graines, il n'y a pas mieux que l'agriculteur Yann Bertin, qui est également gérant de cette coopérative, pour en 3 minutes nous raconter ce que c'est. Yann Bertin, donc céréalier bio, sur une petite commune de l'Aude, l'Or-Minervois. Donc nous avons monté cette coopérative en 2014 avec 7 agriculteurs viticulteurs suite aux arrachages massifs viticoles et donc avec toutes les friches qui se sont libérées sur notre territoire. Nous cultivons nos plantes en agroécologie et en association. Donc nous mélangeons des légumineuses et des céréales. Donc cette coopérative s'est développée assez rapidement de par sa diversité et de par les résultats obtenus. Nous sommes passés d'abord à 37 agriculteurs par palier. Nous sommes arrivés maintenant à 67 agriculteurs. Nous avons donc une augmentation de collecte progressive et régulière qui nous amène donc à présent à avoir eu un outil. Nous avons donc investi dans un outil performant, un outil de stockage et de triage. Donc cet outil il a été financé par l'agence bio en 2020 et par le plan France Relance Protéines. Cet outil nous permet de séparer nos espèces et donc d'obtenir des céréales et des légumineuses séparées avec un triage très performant. Et donc cet outil, il a commencé à être utilisé et mis en service par 2 salariés. Et les progressions augmentant régulièrement, nous sommes passés maintenant à 6 salariés. Nous arrivons maintenant au plafond de cet outil, déjà en 2023. Donc en l'espace de 3 ans, on a rempli la totalité des capacités de cet outil. Donc pour plus de 3000 tonnes collectées et plus de 6000 hectares cultivés. Nous avons donc tissé des partenariats territoriaux. Donc Stéphane nous parlait du microbiote territorial. Pour nous, le microbiote territorial, ce sont des partenariats, par exemple avec les viticulteurs où nous amenons tout ce qui est semences d'engrais verts pour le stockage du carbone, éviter les ravinements et de multiples autres options. Nous travaillons en partenariat avec les éleveurs. Nous avons donc les éleveurs qui viennent sur nos prairies pour faucher. C'est 1500 tonnes de foin avec la sécheresse de cette année qui ont été collectées. Donc une sécurité pour les éleveurs. Nous travaillons en partenariat avec les bergers. C'est 9 bergers, plus de 3000 brebis qui viennent sur notre territoire l'hiver pâturer, mais aussi certains qui restent en été. Nous avons les apiculteurs qui nous accompagnent et qui suivent la pollinisation de toutes les cultures. Donc nous sommes donc sur une production qui est très diversifiée et sur une logique de partenariat. Cette logique de partenariat, nous avons continué à la développer avec toute la diversité alimentaire que vous retrouvez sur le plateau. Nous l'avons développée et commencé à rentrer en contact avec les collectivités territoriales, à savoir le Grand Narbonne et Carcassonne Agglo. Et donc à travers les PAT qui sont en train de démarrer sur le territoire, nous projetons de développer et de mettre en réseau toute cette alimentation de territoire. Très bien, donc en fait, les collectivités locales sont approchées, voire impliquées dans ce projet qui n'est pas qu'un projet d'agriculteurs, c'est réellement impliquer tous les maillons du territoire.
C'est l'espoir que, vu la conjoncture actuelle de la bio, on ait enfin 40% de bio et de local sur nos territoires. Pour l'instant, on a livré au niveau national, voire même international, on a envoyé de la farine en Ukraine pendant les événements. Quelque part, l'espoir, c'est d'enfin alimenter en local et alimenter les habitants du territoire. Entre autres les cantines. Mais là, on m'a dit qu'il y avait un gardien des semences. C'est quoi encore, un gardien des semences? Oui, bonjour, dit Jean-Christophe. Je suis paysan à Ansan, dans le Gers, sur une ferme de 130 hectares. Et depuis plus de 15 ans, je travaille sur des variétés anciennes et je fais en sorte aussi de préserver l'activité biologique des sols en diminuant le travail, en arrêtant les amendements extérieurs. Et on se rend compte, avec le temps qui passe, que ces variétés-là arrivent à s'adapter au climat, notamment au manque d'eau, aux fortes chaleurs. Et de travailler les cultures associées, ça permet, les plantes entre elles vont s'organiser, elles vont s'entraider mutuellement et on retrouve le produit à la sortie d'une qualité nutritionnelle bien meilleure. Alors, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple là, de semences sorties de votre, quelque part, outil de service de recherche et développement de cette coopérative? Alors, de ce pôle, on va dire, de cette conservation des graines, il y a le pois carré qui est ressorti. C'était une graine qui a permis de nourrir beaucoup de personnes pendant la guerre et après la guerre. Et cette variété de légumineuse a été oubliée. J'ai récupéré ça chez un papy, dans un village à côté. Voilà, il ne savait plus quoi en faire parce qu'il n'y avait pas de débouché, il donnait ça aux animaux. Et je lui ai dit, on va travailler. Et la première année, je l'ai semé tout seul. C'était impossible à récolter. Ça restait tapis au sol. La seconde année, j'ai commencé à l'associer avec des graminées pour après la semer avec de l'amidonnier qui est ici aussi. Et il se trouve que l'association des deux, ça marche très bien. On se retrouve avec une céréale à haute valeur nutritive et des légumineuses, des protéines végétales très intéressantes. Donc voilà, on arrive à produire deux graines différentes, de la biodiversité, de restituer des résidus végétaux au sol très importants aussi. Sur la ferme, on est entre 6 et 8 tonnes. Après la récolte, c'est quand même intéressant. Sur une ferme autonome, sans apport de matière organique, on arrive à remonter les taux du sol. Donc ça veut dire que le travail qui est fait, il est bon. Et le projet Fantasgeek qui est en place va permettre d'aller plus loin et d'analyser tout ça. C'est là où c'est que le cercle devient vertueux. Donc en fait, vous êtes un peu le géo trouve-tout là, du projet au niveau des semences. Techniquement, apparemment, ça a l'air de bien fonctionner également dans le champ, mais techniquement dans l'assiette, ça se passe comment? Parce que bon, c'est bien beau de produire des graines, tout ça, mais si on ne sait pas quoi faire, à quoi ça sert? Donc en fait, voilà. Après avoir donné la parole aux multiplicateurs de graines, on pourrait donner la parole aux multiplicatrices de pain. De pain, mais pas que. Donc là, nous avons Tulipe, qui elle transforme les graines en pain, et Clémentine qui transforme quoi? Qu'est-ce qu'elle transforme? Bonjour, je suis Clémentine de la coopérative Capeco à Tournefeuille. Et moi, je fais du traiteur et je suis très intéressée par les céréales légumineuses pour la diversité alimentaire. Et je me suis fait un challenge, c'est-à-dire que j'ai fait une tartinade de pois carrés. J'ai fait un pilaf d'amidonnier avec de la poitrine d'agneau, du minervois, parce que la poitrine d'agneau aussi, elle est mal aimée, avec un jus de légumes brûlés. Et en dessert, j'ai fait une crème de sorgho, parfumée au mélilo, qui est la vanille sauvage qu'on trouve dans le champ. Donc résilience alimentaire, on ne peut pas mieux, avec des noisettes et noix caramélisées. Et c'est du pur bonheur d'avoir découvert et de soutenir ce projet parce qu'il y a vraiment, vraiment de très bonnes choses sur notre territoire. Alors, l'enjeu, toi, technicienne de la transformation, l'enjeu, toi, dans ce projet, c'est quoi? À quoi tu sers? Alors, mon enjeu principalement, c'est d'amener les cuisiniers, que ce soit en collectivité ou en tradition, à retravailler ces produits qui existaient, qui ont une valeur nutritive, qui ont un goût,
qui permettent un petit peu de sortir du riz, de la pomme de terre, de la patate, avec des possibilités variées de recettes sucrées, salées, en mettant en valeur des graines locales. Le plus important, ce sont des graines légumineuses, farines, travaillées sur notre territoire. Et l'Occitanie est une région merveilleuse. Donc n'hésitez plus, regardez autour de vous toutes les merveilles qu'il y a. Et par rapport à la restauration collective, tu en penses quoi? Tu penses qu'il y a, est-ce qu'il y a encore assez de légumineuses travaillées et servies dans la restauration collective, même s'il y a quand même des progrès? Oui, la restauration collective s'y met beaucoup. Simplement, il faut sortir des lentilles au curry parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que du végétal, mais c'est de prévoir des accompagnements différents, de la variété. Ils commencent à s'y mettre. C'est aussi une façon, vu que c'est très riche en protéines, de sortir des galettes de tofu qu'on trouve partout dans les écoles, hein, en faisant des choses simples, rapides, des lasagnes, des gratins. Voilà, donc c'est juste, on apprend, on va travailler. Et mon objectif, c'est de leur montrer qu'on peut faire des choses en respectant le temps de travail, parce qu'il ne faut pas que ça prenne non plus des milliers d'heures, mais de faire des choses bonnes qu'on peut s'approprier. Pour les enfants, dans les EHPAD, c'est une très, très, très grande source de protéines de qualité qu'il faut vraiment mettre en valeur. Merci Clémentine. Alors justement, on parle également microbiote intestinal dans ce projet. Et là, nous avons une vidéo d'une diététicienne nutritionniste qui n'a pas pu venir aujourd'hui et que je vous propose d'écouter. J'aime ce menu parce qu'il est locavore et donc important pour notre microbiote alimentaire territorial. Les recettes apportent des céréales, l'amidonier, et des légumineuses, le pois cassé. Nous avons donc une complémentarité entre les acides aminés essentiels et un apport en protéines végétales optimal. Mais parlons microbiote intestinal. Les céréales et les légumineuses apportent aussi certaines fibres, par exemple les glucanes et les galactanes. Ces fibres ne peuvent pas être digérées par nous. Par contre, elles le seront par le microbiote. En les hydrolysant, les bactéries vont nous fournir certains éléments importants pour notre santé intestinale et globale, comme l'acide butyrique ou certaines vitamines. En fait, ces fibres vont permettre au microbiote de rester diversifié, suffisamment abondant, et ça évite des désordres dans ce microbiote, qui sont parfois impliqués dans les maladies chroniques. J'ai aussi une mention spéciale pour le pain au levain. C'est un pain à fermentation longue. Ce pain est intéressant pour les personnes qui sont intolérantes au gluten et à certains fructanes. En digérant les fructanes et le gluten en partie pendant la fermentation, le pain devient bien plus digeste. Bon appétit! NDRS, diététicienne nutritionniste à Toulouse, a terminé sur le pain, justement. Et là, on a une magicienne qui le transforme en pain qui ne donne pas mal au ventre, apparemment. Oui, c'est juste. Ah. Oui. Pardon. Oui, merci. Je suis Tulipe Centaine, je suis boulangère au Fournil Résistance que nous avons créé en 2021. À Saint-Bertrand-de-Comminges, donc petit village en Haute-Garonne de 250 habitants. Nous avons construit un four à bois et aujourd'hui je travaille les variétés anciennes de Yann avec du levain, 25 heures de fermentation suivie par une cuisson très lente pour permettre qu'il y ait une croûte de ce pain qui se constitue et pour avoir une cuisson parfaite et optimale pour la conservation aussi. C'est quelle variété? C'est le Barbu du Roussillon. Ah. Voilà. Et c'est une variété incroyable avec un parfum sublime. Nous avons, avec ces 25 heures de fermentation et donc une fermentation au levain, donc c'est que de la farine et de l'eau. Nous arrivons avec donc cette maturation à avoir des parfums qui se révèlent et le pain est à la fois gourmand et sain. Parce que le gluten et les protéines et le sucre, l'amidon, sont digérés au fur et à mesure de cette fermentation. Et ce n'est plus vous qui faites, on va dire, ce travail-là. Il suffit juste de croquer
dans ce pain savoureux et vous allez ne plus avoir de problème de digestion. Très bien. Et... Oui, pardon. Pardon. Oui, excusez-moi. Est-ce que M. Badi pourrait donner un peu son avis là, par rapport aux variétés qu'il cherche, qu'il trouve et qu'il dit que ça serait bien de multiplier pour après être transformé? Alors l'avantage sur la ferme, c'est plus de 40 variétés de blé, variétés anciennes, une vingtaine d'amidonniers, grand épeautre, petit épeautre, enfin un grain. Et on sème et on voit comment la céréale évolue. On part c'est des sachets de 100 grammes, voire moins. Donc on a le temps de voir évoluer. Nous, on a ramené une variété de l'île de Madère. Elle s'est adaptée pratiquement de suite. Et je me dis, cette année, on a pratiquement 2 hectares. Et là, tu dis, puis il va falloir s'y mettre. Il va falloir appeler Paul. Non, je rigole. Voilà, c'est le plaisir de travailler avec du vivant, de travailler dans la nature. On a cette chance-là et on travaille des variétés, on travaille des cultures associées. Donc, il y a toujours des surprises. Et souvent, ça vient d'un échec. Très bien. Merci. Alors, en fait, il y a un autre maillon auquel il va falloir donner quand même la parole. Après ceux qui multiplient les graines, après ceux qui multiplient les pains, il y a ceux qui multiplient les billets. Parce que quand même, ça se finance tout ça. Alors, monsieur du SGPI, monsieur Benoît Semat. Oui, Benoît Semat, je suis le coordinateur de la partie alimentation du programme France 2030. France 2030, c'est un programme de financement de l'innovation qui a été lancé en octobre 2021. Un programme important de 54 milliards d'euros. Et un des objectifs qui a été fixé, c'est celui de l'alimentation, d'une alimentation plus saine, plus durable. Et à ce titre, 2,3 milliards d'euros seront consacrés au cours des prochaines années au financement de l'innovation pour les transitions agroécologiques et alimentaires. Et ce programme-là donc finance le projet territorial de Fantastique, mais quelques mots peut-être pour expliquer comment il est constitué, parce que ça part du microbiote, Stéphane, puisque on part de la recherche. Le financement de l'innovation dans la recherche, c'est principalement axé sur l'articulation, la meilleure compréhension entre notre alimentation, le microbiote intestinal et les enjeux de santé, donc c'est au cœur, ainsi que le comportement du consommateur, mais ça c'est au cœur des projets de recherche. C'est l'Agence nationale de la recherche qui est l'opératrice pour ces sujets-là. Il y a aussi des mesures de recherche autour de la diversification des sources de protéines. C'est un enjeu essentiel, la diversification des sources de protéines pour aller vers un système alimentaire plus durable. Il y a aussi des mesures d'innovation qui sont opérées par la Banque publique d'investissement. Il s'agit là de financer l'innovation, soit pour de nouveaux ingrédients, pour de nouveaux aliments, pour de nouveaux process technologiques. Donc c'est ces 2 mesures d'innovation au niveau industriel. Et il y a d'autres mesures d'innovation qui sont financées opérées par la Banque des territoires, soit sur les compétences et les métiers d'avenir, c'est-à-dire comment former les jeunes ou ceux qui travaillent aujourd'hui à s'adapter aux métiers de demain. Faire en sorte qu'en 2030, les métiers dont on aura besoin, et ils concernent aussi l'alimentation et une meilleure connaissance du vivant au sein de l'alimentation, ça c'est une mesure importante. Mais la dernière mesure que je voulais présenter, je laisserai la parole à Mélanie, c'est la mesure sur les démonstrateurs territoriaux des transitions agroécologiques alimentaires. Et cette mesure est opérée par la Banque des territoires à hauteur de 152 millions d'euros. 2 relèves ont déjà été faites et la 3e interviendra bientôt. Mais je vais laisser la parole à Mélanie car c'est elle qui assure ce pilotage. Alors juste avant de lui donner la parole, ce que vous dites, c'est peut-être votre profession de vétérinaire, peut-être, qui fait que ça transpire à la santé globale. Ça transpire à la santé globale. Mais l'alimentation, elle est au cœur. Tout le monde le sait, mais il faut le redire peut-être, au cœur de notre santé, de la santé de la planète. Et finalement, nous sommes tous liés, tous les êtres vivants sont liés. Le vivant est un tissu incroyablement complexe et que l'on peut voir à tous les niveaux, à l'échelle effectivement du microbiote intestinal, à l'échelle du microbiote dans le sol, la composition du sol, et aussi dans les connexions qu'il y a entre l'ensemble des êtres vivants. Une seule santé, une seule planète, un seul futur. Voilà, c'était pour le préciser parce que ça aurait été dommage de ne pas l'illustrer. Mais maintenant, on a encore
Voilà, donc comme Benoît l'a dit, c'est la Banque des Territoires qui opère ce programme pour lequel les porteurs de projets ont candidaté et pour lequel nous sommes heureux qu'ils aient été désignés comme lauréats. Donc moi-même, je suis Mélanie Candas et je représente la Banque des Territoires. Le mandat qui a été accepté par la Caisse des dépôts, puisque la Banque des Territoires, c'est une marque de la Caisse des dépôts, c'est de faire émerger, et aider en tout cas à faire émerger 15 à 30 démonstrateurs territoriaux sur 3 relèves. Donc ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour des candidats qui voudraient candidater le 5 juin. Il nous reste encore une vague. Donc on a hâte de voir quel beau dossier on va encore pouvoir étudier. Le dossier porté par Fantastic et par l'ensemble des partenaires, il a été plébiscité, je dirais, par les experts qui composent le comité de sélection qui est totalement indépendant. Parce qu'il cochait toutes les cases, c'est-à-dire que effectivement l'innovation dans le cas de ce projet, elle est surtout organisationnelle, mais elle est bien présente et ça a été remarqué et félicité par les experts. C'est un projet qui a fait preuve aussi d'un ancrage territorial très fort, puisqu'on voit que de l'amont jusqu'à l'aval, l'ensemble des acteurs importants de votre territoire ont été associés au programme et ça c'était un point vraiment très important. Et surtout, c'est un projet qui est réplicable, c'est-à-dire que s'il fait la preuve de ses bienfaits et de ses impacts, il pourra être aussi susceptible d'essaimer ailleurs sur le territoire national. Et ça, c'est aussi un des critères qui était attendu par les lauréats de ce projet-là. Donc aujourd'hui, la Banque des Territoires a le plaisir d'accompagner l'ensemble des partenaires du consortium pour d'abord une première phase qu'on va appeler de maturation, en tout cas d'accompagnement, qui est une phase dédiée à faire en sorte que ce projet mature et valide un petit peu tous les aspects techniques, économiques, juridiques de ces volets, qui sont nombreux, parce que c'est un projet très multifacette. Et ensuite, donc l'idée c'est de se représenter devant les experts pour passer cette fois-ci en phase de réalisation. Donc ça va nous amener quand même jusqu'à 2029 si je compte bien cette aventure, peut-être même un petit peu plus loin. Donc je suis très heureuse de pouvoir accompagner ce projet pour la Banque des Territoires. Merci Madame Candas, Madame la Banque des Territoires. Donc voilà, donc en fait c'est un projet mais complètement innovant. C'est de l'expérimentation et si ça marche, eh bien, ça pourra se dupliquer, se multiplier comme les graines. Encore monsieur qui amène des billets, mais de manière peut-être un peu différente. Voilà, monsieur Andrieux, Baptiste. Alors exactement, donc bonjour à tous, moi je suis Baptiste Andrieux, le fondateur de Canopé. Alors nous, notre rôle il est simple, il y a la multiplication des pains, des semences. Nous, on va s'attacher à la sélection, à l'analyse des projets, à l'accompagnement en ingénierie financière. Or, l'idée, c'est de sélectionner des projets qui soient innovants et ces innovations, il faut que ce soit des innovations performantes. Et quand on parle de performance de ces innovations, c'est aussi au sens de la performance économique, mais aussi la performance au regard de l'angle de la transition sociale, de la transition écologique de ces projets, car ce sont les enjeux de notre siècle que porte aussi ce projet global de transition alimentaire. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, on va s'attacher à ce que ces projets ils puissent être amplifiables sur le territoire et duplicables sur d'autres territoires pour justement contribuer à la résilience alimentaire sur le territoire national de ces projets. Ouais, donc en fait, c'est du sérieux, quoi. C'est du sérieux et on est là justement pour sélectionner de façon objective et rigoureuse et de faire en sorte que justement ces beaux projets puissent être amplifiés et reproductibles. Très bien, par une levée de fonds un peu inhabituelle. Ah ben, oui, c'est des levées de fonds inhabituelles, c'est du financement coopératif en consortium et nous on va s'assurer que cette allocation d'argent soit allouée vers des projets qui à la fois répondent aux enjeux de notre siècle, à cette problématique centrale de résilience alimentaire et qui doit être au sein de nos préoccupations et s'assurer que cette performance-là, elle ne soit pas qu'économique, mais elle soit aussi d'ordre social et écologique. Et on a mis en place des outils d'évaluation qui permettront de sélectionner ces projets de façon objective. Et de gestion des risques. Et bien sûr, et de gestion des risques, ouais. C'est bien là le cœur de notre métier et de notre rôle au sein de ce projet. De gestion des risques sur les territoires également. Ben merci. Merci. Donc après avoir vu les multiplicateurs de graines, les multiplicateurs de pain, les multiplicateurs de billets, on va parler des multiplicateurs de bébêtes dans le sol ou d'activités sur le territoire. Donc en fait,
Monsieur Marc Morène de l'INRA, qui n'a pas pu se déplacer, va vous parler un peu de cette agroécologie de territoire qui l'intéresse dans ce projet porté par la coopérative Graines Équitables. Marc Morène. Je copilote le projet Sagittaire, stratégie collective pour une agroécologie de territoire. Par agroécologie de territoire, on entend la diversification des systèmes de production et leurs interactions pour trouver des complémentarités entre eux. Par exemple, dans le territoire du Minervois, entre l'Aude et l'Hérault, il s'agit de diversifier les systèmes de culture en céréales, mais aussi avec des prairies temporaires, pour permettre de cultiver en agriculture biologique et de fournir à des éleveurs qui vont venir faucher du fourrage de qualité ou à des bergers itinérants qui vont venir pâturer directement avec leurs animaux. Une fois qu'ils sont sur place, les bergers peuvent aussi aller pâturer dans les interrangs de vignes, valorisant ainsi les couverts intermédiaires en vigne sans herbicides et sans carburant, et ils vont pouvoir pâturer dans des espaces semi-naturels pour l'entretien des milieux pour la biodiversité, mais aussi pour l'ouverture des milieux pour la lutte contre l'incendie. Dans le cadre de ce projet, il s'agit de caractériser finement ces interactions et le caractère innovant et agroécologique des systèmes développés notamment autour de la SCIC Graines Équitables, en vue de valoriser leur durabilité et les services qu'ils fournissent au territoire. Voilà, mais après avoir vu avec Marc Morène l'occupation du sol au-dessus, donc ce microbiote agricole, mais là Céline Basset, spécialiste de la microbiologie des sols, va nous parler de ce microbiote du sol. Voilà, donc elle va pouvoir nous en parler parce que le sol est occupé dans toutes ses dimensions. La reterritorialisation de l'agroécologie joue un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire. Dans mon approche, le microbiote du sol est placé au centre des stratégies de changement de méthode culturale. Il est important de le restaurer en amont de l'installation des pratiques agroécologiques. Pivot de l'eau et de la sécurité alimentaire, alors, le microbiote du sol représente le socle de notre civilisation. Il est composé de 5 acteurs qui doivent être en nombre, en lien et en biodiversité. Sans quoi, le système sol se retrouve déséquilibré et à l'origine de beaucoup de désordres, comme la sécheresse, l'érosion et le ruissellement. Un microbiote en bonne santé est donc constitué de décomposeurs, bactéries, champignons, mais aussi de prédateurs, protozoaires, nématodes, microarthropodes. Ces 5 acteurs forment la chaîne alimentaire du sol, organisée en différents réseaux trophiques. Lorsqu'il y a une diversité des systèmes de production sur un territoire, cela va encourager la biodiversité du sol, sous le sol, grâce à la multiplication de divers exudats racinaires. Ainsi, quand le microbiote du sol est régénéré, il est à l'origine de beaucoup de bénéfices écosystémiques tels que la réparation du cycle de l'eau, la biodisponibilité des nutriments, la séquestration du carbone via la biomasse fongique et, in fine, la baisse des coûts de production pour l'agriculteur. Dans le cadre du projet Fantastique, il s'agit donc ici de diagnostiquer les sols des friches en amont et en aval et d'observer les indicateurs économiques, écosystémiques et microbiologiques. Voilà, mais nous arrivons à la fin de cette émission où on a pu faire un petit tour d'horizon, sans faire de jeu de mots, l'horizon humique, tout ça. Bon. Un tour d'horizon sur cette histoire de microbiote. Microbiote du sol, microbiote agricole, microbiote intestinal, microbiote alimentaire territorial. Et en fait, à chaque échelle, il y a ce système. Ce sont des systèmes à recréer et à renforcer pour augmenter la stabilité de ces systèmes-là. Mais ça, c'est un peu de la théorie, mais toujours articulé avec de la pratique. Et ça serait peut-être bien que Yann Bertin conclue en 20 secondes sur ce projet qui est déjà très concret. Oui, donc ce projet de démonstrateur territorial Fantastique, c'est un enjeu très important de territoire qui implique, comme vous l'avez vu, des multipartenariats assez complexes, mais tous en relation. On a oublié de mentionner les membres du consortium qui le composent. Donc je vais rapidement les citer parce qu'on va avoir besoin de tout le monde pour mener ce projet à terme qui nous mène jusqu'en 2029, si j'ai bien compris. Donc nous avons avec nous les collectivités territoriales, bien entendu. Nous avons la SAFER, nous avons l'INRA, nous avons les CUMA, le laboratoire santé des sols. Nous avons aussi l'agence de l'eau, les Biocivam 11 et 66 pour toute la formation. Nous allons avoir aussi une école de formation des boulangers. Donc tous ces partenaires sont indispensables pour mener à terme ce fabuleux projet qui va certainement faire parler de lui dans les années qui viennent. Eh bien, à combat plat.